Notre lune de miel à Vegas devait célébrer nos bizarreries, notre amour commun pour le macabre et le gothique. Quand on a trouvé une suite horrifique dans un hôtel décalé de Vegas, ça semblait être le destin. La chambre était drapée de velours, les murs tapissés d'affiches de films d'horreur vintage et de statues étranges, si réalistes qu'elles vous faisaient sursauter. Marc et moi, tous deux fans d'horreur de Boston, on était ravis. C'est comme entrer dans un autre monde. Je lui ai dit. Le premier signe bizarre, c'était le réceptionniste lors de notre arrivée. Une silhouette émaciée, la peau jaunâtre et les yeux un peu trop brillants. Profitez de votre séjour et rappelez-vous, tout n'est pas ce qu'il paraît. Dit-il avec un sourire énigmatique qui n'atteignait pas ses yeux. On a ri, mettant ça sur le compte de l'ambiance de l'hôtel. Ce soir-là, en s'installant, le charme de la suite s'est transformé en quelque chose de plus sinistre. Ça a commencé avec les lumières. Elles vacillaient, projetant des ombres qui semblaient ramper le long des murs. Sûrement un mauvais câblage, dit Marc, mais sa voix trahissait un doute. Vers minuit, la vraie terreur commença. Le système sonore, qu'on n'avait pas touché, s'alluma brusquement, remplissant la pièce d'une musique de film d'horreur vintage. Marc voulut l'éteindre, mais le système ne répondait pas. Puis les silhouettes autour de nous semblèrent bouger, comme si elles prenaient vie. On a ri nerveusement, essayant de chasser le malaise. Mais là, on a eu notre première vraie frayeur. Un coup fort et délibéré sur la porte. Marc s'approcha prudemment et ouvrit, mais il n'y avait personne. En se retournant, un rire sinistre et guttural sortit du système sonore, me glaçant le sang. On aurait dû rester dans un hôtel normal. J'ai dit ça à moitié pour plaisanter, pour détendre l'atmosphère. Mais Marc ne répondit pas. Il fixait quelque chose derrière nous. Je me retournai vers une statue, sa tête tournée vers nous de façon inquiétante. Des yeux qui semblaient trop réalistes. Ce n'était pas comme ça avant, si ? Chuchotai-je, le cœur s'emballant. On a appelé la réception, mais la ligne a grésillé et coupé dès que j'ai décroché. C'est là que la panique s'est installée. La pièce se refroidissait et la statue se rapprochait à chaque fois qu'on détournait le regard. On s'est blotti sur le lit, regardant la poignée de porte tourner lentement. Marc attrapa ce qu'il trouva, une lourde lampe prête à frapper. La porte grinça, révélant la silhouette d'un homme, le réceptionniste de tout à l'heure. Mais ses yeux étaient fous, sa bouche tordue en un sourire terrifiant. Bienvenue dans le vrai spectacle d'horreur. J'espère que vous passerez un bon moment. Siffla-t-il, entrant dans la pièce avec un calme troublant. Ses mains étaient vides, mais sa présence suffisamment menaçante. Il marmonna qu'il fallait purger les impuretés et qu'on était le parfait hommage. Marc se jeta sur lui avec la lampe, le prenant au dépourvu. Le commis se releva, le visage déformé de rage, et se jeta sur Marc. Ils percutèrent une statue qui bascula dans un fracas retentissant. J'ai crié, essayant d'arracher le fou à Marc, mais il était d'une force incroyable. Ses doigts s'enfonçaient dans le bras de Marc, faisant couler le sang. Il se lécha alors les mains ensanglantées. Ouh, salé. Je parie que son sang a meilleur goût. Il hurla, la bave aux lèvres. Le combat fut brutal et désespéré. Le réceptionniste, avec sa force démente, semblait impossible à maîtriser. Marc luttait avec lui, tentant d'utiliser son poids pour le plaquer au sol. Mais la folie du commis lui donnait une frénésie terrifiante. Au milieu du chaos, j'aperçus un éclat de la statue brisée. Sans hésiter, je l'ai saisi, les mains tremblantes. « Lâche-le !» J'ai crié, la voix rauque de peur. Le bord tranchant de l'éclat brillait dans la lumière tremblante quand je l'ai balancé, touchant le commis à l'avant-bras. Il a hurlé de douleur, un son si bestial que ça m'a glacé le sang. Ça a suffi comme distraction. Marc l'a repoussé. On s'est écarté en vitesse, se plaçant entre la porte et ce dingue. Du sang. Celui de Marc et du vendeur tachèrent le tapis, ajoutant une touche sinistre au décor d'horreur. Le commis, tenant son bras ensanglanté, nous fixait avec des yeux de fou.
C'est juste un spectacle, les gars. C'est rare d'avoir des couples aussi beaux que vous dans cette petite demeure que j'ai bâtie. Un hommage au macabre. Qu'est-ce que t'en penses, ma belle? Oh, attendez, vous n'avez pas encore vu ma collection. Des ongles. Quand tu meurs, ta peau rétrécit alors tes cheveux et ongles continuent de pousser, mon cœur. J'ai rassemblé de magnifiques ongles. Sombres, boueux, ensanglantés. Allez, ma belle, viens avec moi. Laisse-moi te montrer ma précieuse collection. Marche avec moi. Il a hurlé, sa voix résonnant de façon inquiétante dans la pièce. Son attitude changea alors, comme s'il écoutait un conseiller invisible. Ses mots suivants furent d'un calme glaçant. « Oh, chérie, ne t'inquiète pas. Tu feras partie de la collection, toi aussi. On s'en va et on appelle la police. » J'ai déclaré, la voix plus assurée que mes émotions. Je devais bluffer, nos téléphones étaient morts et la pièce semblait être un piège. Marc hocha la tête, avançant lentement vers la porte, les yeux rivés sur le commis. « Approche encore et je te jure que je finis ça. » Il grogna, la menace claire dans son ton. Le commis sembla y réfléchir. Puis, avec un sourire inquiétant, il recula, disparaissant dans l'ombre du couloir comme s'il se fondait dans les ténèbres. On n'a pas attendu de voir s'il reviendrait. On a pris nos affaires et filé de la chambre sans se retourner jusqu'au hall. Essoufflé et décoiffé, on a fait irruption à la réception éclairée, surprenant le responsable de nuit. Notre histoire sortit de façon incohérente, mais nos blessures et notre terreur l'ont convaincu d'appeler la police immédiatement. Les agents arrivèrent en quelques minutes. Leur présence, un soulagement face aux horreurs de la nuit. Ils écoutaient attentivement, leurs expressions devenant de plus en plus graves. En fouillant l'hôtel, ils trouvèrent le réceptionniste dans une pièce cachée derrière la réception, entouré de moniteurs affichant diverses chambres, pas seulement la nôtre. Il s'avéra qu'il observait et enregistrait les clients depuis des mois, son esprit sombrant dans la folie, alimenté par une obsession pour l'horreur et la surveillance. La résolution vint rapidement après cela. Le réceptionniste fut arrêté, sa chambre d'horreur scellée comme preuve. Nous fûmes soignés pour nos blessures et on nous offrit une nouvelle chambre dans un autre hôtel, cette fois un endroit lumineux et joyeux, à l'opposé de notre choix cauchemardesque. Après tout ça, Marc et moi nous accrochâmes l'un à l'autre, notre lune de miel marquée à jamais par cette épreuve. Pourtant, à travers cette terreur, notre lien ne fit que se renforcer, un contraste frappant avec l'obscurité que nous avions endurée. Nous avions survécu à l'horreur de la suite, mais plus important encore, nous l'avions survécu ensemble. Alors que nous nous endormions enfin cette première nuit calme depuis notre arrivée, je réalisais la véritable profondeur de nos vœux. Dans la maladie comme dans la santé, dans l'horreur comme dans la paix, nous étions unis et rien, aucun psychopathe, aucun cauchemar horrifique ne pourrait jamais changer cela. C'était censé être notre paradis, une villa isolée sur les rives de Kauai, le genre d'endroit qu'on voit dans les magazines de voyage. Mon mari Ben avait déniché ce petit bijou loin des sentiers touristiques, promettant intimité et romance sous les étoiles hawaïennes. Ce premier soir, alors que le soleil plongeait dans l'océan, peignant le ciel de traînées oranges et roses, je me souviens m'être senti comme la femme la plus chanceuse du monde. Mais ensuite, ça a commencé, notre cauchemar. Subtilement d'abord, un jeu si bien rodé par notre bourreau qu'on a d'abord pris ses signaux pour de simples coïncidences. Ça a commencé par un bruissement devant notre fenêtre, un murmure de mouvement qui disparaissait quand je tirais le rideau. Ben plaisantait en disant que c'était sûrement un gecko curieux, mais mon instinct me disait que quelque chose clochait. On a trouvé le premier cadeau le lendemain matin, juste devant notre porte. Un coquillage, mais pas du genre qu'on ramasse sans souvenir. Elle était irrégulière, cassée, tachée de quelque chose de sombre que j'espérais être de la boue, mais au fond je savais que c'était du sang séché. Ben a essayé de rire pour détendre l'atmosphère pesante du matin, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. L'isolement de l'endroit signifiait aussi que le personnel était rare. Une tempête était prévue, donc ils ont dit qu'il y aurait des perturbations. On voulait être seuls pour notre lune de miel après tout, donc ça ne nous dérangeait pas. Cette nuit-là, la véritable terreur a pris forme. On a été réveillés par des tapotements sur la vitre.
À notre fenêtre se tenait une silhouette, portant un masque tiki ancien, les yeux creux, l'expression figée dans un sourire grotesque. Le masque n'était pas seulement étrange, c'était une relique, imprégnée d'une énergie sinistre qui semblait nous atteindre. Ben a crié à l'homme de partir, sa voix mêlant colère et incrédulité, mais la silhouette a juste incliné la tête, comme amusée, puis a disparu dans l'obscurité. J'ai tenté d'appeler le personnel, mais la tempête avait rendu les téléphones inutilisables. Cet isolement signifiait aussi qu'il n'y avait aucun signal, impossible d'utiliser nos portables. Nous étions coupés, isolés, et je sentais la panique glacer mes veines. Et puis c'est devenu pire, plus personnel. Nous avons trouvé des photos de nous endormis, étalées sur la table du salon. Chaque photo portait un X rouge, et au dos, griffonné d'une main tremblante, trop de bonheur, doit être corrigé. Comment avait-il pu entrer ? Nous n'étions plus en sécurité, il fallait partir, mais la tempête redoubla, alors nous avons attendu la nuit. Alors que la nuit s'enfonçait dans l'obscurité, notre porte claqua sous une force invisible. Nous avons tenté de l'ouvrir, nous jetant contre le bois, mais elle ne bougeait pas. Puis l'air s'épaissit autour de nous, étouffé par une odeur de brûlé. De la fumée commença à s'infiltrer sous la porte. Je me souviens avoir toussé, l'air tranchant dans mes poumons, le visage de Ben flou à travers mes larmes, alors qu'on réalisait que ce dingue essayait de nous enfumer. « Reste au sol !» Ben toussa en remontant son t-shirt sur son nez. On a rampé jusqu'à la salle de bain, la seule pièce sans fenêtre, la chaleur du feu nous léchant le dos. À l'intérieur, on a rempli la baignoire, le bruit assourdissant dans l'espace clos. Pendant ce temps, le rire dément de ce type résonnait dans la villa, un son si dérangé que j'en avais la chair de poule. Ben a trouvé une petite bouche d'aération, une issue possible. Il m'a hissé, mais alors que je grimpais, une main a saisi ma cheville. Il était dans la salle de bain. J'ai hurlé, donnant des coups de pied frénétiquement, sentant sa prise se resserrer. Ben s'est jeté sur lui et l'a plaqué au mur avant de me pousser à nouveau vers la bouche d'aération, bloquant sa prochaine tentative. « Vas-y, Leia, sors et trouve de l'aide !» Sa voix était rauque de fumée et de désespoir. Je rampais par la bouche d'aération, ressortant dehors, haletant. Mon cœur battait la chamade, la peur et l'adrénaline me poussant à avancer. Derrière moi, la villa brûlait comme un phare dans la nuit, et je savais que sans aide, Ben ne s'en sortirait pas. Pieds nus et désespéré, je courais sur la plage sous la pluie battante, le sable frais contrastant avec la chaleur qui émanait de ma peau. La villa, notre supposé paradis, n'était plus qu'une silhouette flamboyante contre la nuit. Le psychopathe l'avait incendiée, ses flammes se reflétant sur l'océan comme des avertissements que j'aurais dû écouter plus tôt. Je devais trouver quelqu'un, n'importe qui. Mon esprit s'emballait avec des images de Ben, seul, face au fou. Cette pensée me poussa plus vite, chaque respiration mêlant air salé et peur. Je tombais sur une petite cabane de pêcheurs, ses fenêtres faiblement éclairées par une vieille lampe à huile. Je frappais à la porte, les jointures à vif, criant à l'aide. Un vieil homme ouvrit la porte, les yeux écarquillés en me voyant. Échevelé, blessé, trempé, la panique gravée sur mon visage. « S'il vous plaît, aidez-moi. Mon mari est resté là-bas. Un homme essaie de nous tuer. » Ma voix se brisa, submergée par la terreur. Le vieux pêcheur saisit une radio, criant en hawaïen. Il me fit entrer pendant que sa fille sortait en courant dans la tempête. En attendant ce qui semblait une éternité, je l'entendis à nouveau, ce rire glaçant et dément. Il dérivait sur la plage, porté par les vents. Mon sang se glaça. Il arrivait. Le psychopathe m'avait suivi. Je regardais par la fenêtre, apercevant le masque Tiki dans l'ombre. Il était proche, trop proche. Le pêcheur le vit aussi et resta dehors, un vieux harpon à la main. Son calme m'empêchait de sombrer dans la panique totale. Et puis il apparut, le psychopathe, son masque fissuré révélant un visage balafré tordu de fureur.
Il hurla, un son si chargé de folie qu'il sembla faire trembler les murs. On ne peut pas échapper à l'amour. Les dieux l'exigent. Il se jeta en avant avec une machette rouillée qui scintillait à la lumière de la lampe. Le pêcheur réagit vite, enfonçant le harpon d'une main experte. Il frappa le psychopathe à l'épaule, le plaquant contre le cadre en bois de la cabane. Le psychopathe hurla, un son bestial, mais il était piégé. Puis, le pêcheur lui porta 4 ou 5 coups massifs au visage, le rendant inconscient. Juste quand le vieux eut fini d'attacher les mains du psychopathe, on entendit des sirènes, un son plus beau que toute musique imaginable. La police envahit la cabane, maîtrisant le psychopathe, qui riait et pleurait tour à tour, parlant en langue ou peut-être en hawaïen ancien. C'était impossible à dire. Ils me ramenèrent à la villa, juste à temps pour voir les pompiers éteindre les dernières flammes. J'ai trouvé Ben dehors, soutenu par les ambulanciers, le visage couvert de suie et le bras cassé, mais vivant. Nous nous sommes effondrés dans les bras l'un de l'autre, le soulagement palpable entre nous. Plus tard, on a appris que ce psychopathe était autrefois un historien respecté de la culture hawaïenne, devenu fou après avoir perdu ses terres familiales au profit de promoteurs. Son esprit s'était brisé, son chagrin se manifestant par une croisade délirante pour purifier l'île des étrangers. En quittant Hawaï, la beauté de l'île désormais ternie par nos souvenirs horribles, Ben m'a serré la main. « On a survécu », a-t-il murmuré, le poids de ses mots lourds dans l'air.